Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, vous avez vu un peu les news, l'inflation est record aux États-Unis, on n'a jamais vu ça depuis 40 ans. Inflation à 8,6%, voilà, near a 40-year high, donc proche d'un plus haut historique sur 40 ans. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, tout le monde sous-estimait cette inflation. Récemment, on avait beaucoup d'économistes qui nous expliquaient que, bon, voilà, ok, il y a de l'inflation, mais c'est parce que l'économie est en bonne santé, parce que il y a les prix de l'énergie. Et normalement, ben, cette inflation, lorsque les prix de l'énergie vont baisser, tout va rentrer dans l'ordre et on va avoir effectivement une baisse de l'inflation. Et donc, à partir de là, beaucoup ont commencé à dire, OK, donc dans ce cas, la Fed n'a pas besoin d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que comme vous le savez, quand on a une économie où l'inflation est extrêmement importante, il n'y a pas 10 000 solutions. On le voit avec le cas de la Turquie. Aujourd'hui, avec la lire turque qui s'effondre, l'inflation en Turquie qui galope, hein, ça mériterait une autre vidéo. Et on est clairement dans une situation où Erdogan aurait dû augmenter les taux d'intérêt, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, quand un pays est confronté à une inflation forte, la seule solution hein, pratique, efficace, qui va avoir des résultats, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que quand tu n'augmentes pas les taux d'intérêt, en fait, l'inflation, c'est un phénomène qui peut s'accélérer, qui peut s'amplifier. C'est-à-dire, plus les prix montent, plus les gens s'excitent, plus ils continuent d'acheter, et plus ça continue de monter. Et en fait, à un certain moment, ça ne s'arrête jamais. Et donc, on se retrouve dans des situations d'inflation très fortes, voire ce que l'on appelle d'hyperinflation. Alors, on en est très loin, mais l'hyperinflation, c'est des situations où l'inflation, elle est à deux chiffres, 50% par mois et plus. Et on a eu des pays où l'argent ne valait plus rien. On se rappelle de l'Allemagne, voilà, et où la monnaie ne valait plus rien. D'ailleurs, ça a traumatisé les Allemands parce que ça a été une humiliation pour eux. Mais on a eu des pays comme le Zimbabwe, le Venezuela, etc., où l'inflation a complètement détruit ces pays. Donc, c'est un phénomène qu'on avait dans les années 70. Et dans les années 70, clairement, bah, la solution, ça a été d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation des taux d'intérêt, il y a eu un ralentissement de la croissance économique, et il y a eu également ce que l'on appelait des réformes structurelles. C'est-à-dire que pour combattre l'inflation, on a commencé à changer l'économie, c'est-à-dire les syndicats, pas de syndicats, libérer le marché du travail, on a dérégulé les marchés financiers, on a éliminé le monopole type banque, etc. Et on a dit, voilà, les gens doivent se financer par le biais des marchés financiers. Et ça a permis, justement, les années 70 d'avoir les années 80, ce que l'on appelle les années des Golden Boys. Hein, Bernard Tapie, je ne sais pas si vous connaissez le film Wall Street avec Michael Douglas. Et donc ça a été la période Carl Icahn et compagnie. Donc c'est les périodes, les raiders, les traders, les marchés financiers, Thatcher, Reagan. Et tous ces gens-là, ils ont dit, OK, nous on va libérer l'économie, ça va permettre de diminuer l'inflation. Et ça a marché. Et ça a marché à tel point qu'on s'est retrouvé années 80, les années 90, les années 2000, les années 2010, avec une inflation très faible, d'accord. Donc c'est encore une fois, il ne faut pas l'oublier, on vient de vivre 4 décennies avec une inflation faible. Et bien évidemment, pendant cette période, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la dérégulation des marchés financiers, mais on a eu également l'ouverture des frontières. On a eu ce que l'on appelle la mondialisation, d'accord. Donc avec des pays comme la Chine, comme voilà, l'Inde, etc., qui ont commencé à produire, à devenir les ateliers du monde et à exporter vers les pays riches. Et donc à exporter à bas prix. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait avoir une croissance, mais comme la Chine était l'atelier du monde, et comme la Chine, c'est quand même le pays le plus peuplé du monde, bah, on pouvait importer avec des prix faibles. Donc grâce à la Chine, on a pu avoir également une inflation faible. Donc on a eu plein de paramètres. Et une croissance molle. Voilà, il y a eu plein de paramètres qui expliquent que l'inflation s'est calmée. Et le pétrole, il y a eu une excitation dans les années, voilà, à la fin de 2008, 2007, 2008. Et puis, 2014, vous savez qu'on a eu un crack pétrolier assez sévère.
Et le pétrole, pendant des années, s'est retrouvé très très faible, très bas. Vous voyez ici sur le pétrole, on a la période 2000, donc là c'est 2020, mais on a eu là le crack, d'accord, sur le pétrole. Le pétrole valait environ 115, on a eu un crack. Et pendant plusieurs années, vous voyez ici jusqu'en 2018, le pétrole valait moins de 65 dollars. Puis on a eu une hausse par là, il est monté à 185. Et puis on a eu, donc ça c'était avant le Covid, hein, mais il y a eu effectivement des doutes et compagnie, donc le pétrole baissait. Donc le pétrole entre 2015 et 2022 valait moins de 85 dollars. Là aujourd'hui on est à 122 dollars, c'est-à-dire des niveaux historiques. Et en fait on se retrouve dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire que personne ne s'attendait, on se disait c'est bon, le pétrole c'est derrière nous, on n'a plus besoin de pétrole et ça va pas peser sur finalement la croissance économique mondiale et sur l'inflation surtout. Et donc l'inflation, d'accord, qui avait baissé du fait de la mondialisation avec la Chine, aujourd'hui, s'est remis en question, puisque la Chine et les États-Unis, les relations sont de plus en plus tendues et on parle d'une fin de mondialisation, du fait de, comment dirais-je, d'internaliser la production, de ne plus dépendre de la Chine, etc. Ce qui, pour certaines raisons et sur certaines dimensions, est une bonne chose, notamment certains produits ou certains biens sont stratégiques, hein, on l'a vu avec les médicaments, et donc c'est important de les produire soi-même. Également, le fait que la pollution, d'accord, donc clairement, le fait de diminuer finalement un certain commerce ou certains échanges, c'est pas forcément une mauvaise chose. Néanmoins, le fait de produire en interne, ben, ça va peser sur le marché du travail, puisque ben, le chômage va probablement diminuer, ou du moins, voilà. Ensuite, clairement, ben, les salariés vont facturer beaucoup plus cher. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on peut régler en quelques mois ou même en quelques années. C'est réellement structurel. Et comme je vous l'avais dit, encore une fois, dans les années 80, on a appelé ces années 80 des années de réformes structurelles, hein. Tous les hommes politiques parlaient que de ça. Réformes structurelles, on a donné l'indépendance aux banques centrales. Beaucoup de gens disent oui, mais les banques centrales ont le pouvoir. Mais justement, les banques centrales étaient tellement dangereuses parce qu'elles étaient liées aux hommes politiques, comme les hommes politiques leur disaient, bon ben, tu publies ou tu imprimes des billets, et ils imprimaient, les banques causaient l'inflation. Et donc, à partir de là, on a dit, OK, on va rendre une certaine indépendance aux banques centrales. Ce qui était le cas. Et aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup moins le cas, puisque et la BCE et la Fed sont fortement influencés par les hommes politiques. C'est-à-dire, et Lagarde et Bullard ne peuvent pas faire quelque chose, et Powell, pardon, ne peuvent pas faire quelque chose qui va contre les hommes politiques. D'accord? C'est normal. C'est-à-dire, là, il y a une crise, ok, ben on va devoir. Donc, les banques centrales aujourd'hui ne sont plus vraiment indépendantes. Elles ne le sont plus vraiment. D'accord? Donc, elles sont obligées de se plier aux politiques monétaires. Mais encore une fois, les années 80 ont été une période de libéralisation de l'économie, de déréglementation, décloisonnement, désintermédiation. Donc on était les 3D de Bourguina, qui a écrit un super bouquin sur la finance. Et ça a été une période assez incroyable et ça a permis justement de diminuer l'inflation. Parce que ce n'était pas que augmenter les taux d'intérêt. Même si augmenter les taux d'intérêt, c'est un premier pas vers une... Donc, il ne faut pas oublier que l'inflation, quand elle rentre, quand ça commence, c'est très difficile de s'en débarrasser. Et donc aujourd'hui, la situation, elle est évidente. C'est-à-dire, soit on tue l'inflation rapidement, soit on risque de se retrouver dans une ère où pendant 10 ans, d'accord, on a de l'inflation. Et il faudra batailler pour éliminer l'inflation. Parce que ça ne va pas partir aussi simplement que ça. Et donc ici, clairement, voilà, on a un niveau très élevé. Et aujourd'hui, on va probablement avoir voilà, la Fed, Biden, etc., qui vont être obligés d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où s'ils n'augmentent pas les taux d'intérêt,
la situation risque de s'aggraver et de s'aggraver fortement. Et donc ici, voilà, les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu au mois de mai. Hein. On voit ici l'inflation avant. Et regardez là, ça commence à s'emballer. On est à 8,3%. Et il y a ce point qui est très intéressant. Hein. C'était récemment. Moi, je commençais à me dire, OK, parce que j'entendais beaucoup d'experts commencer à nous expliquer que l'inflation avait atteint un sommet et qu'elle allait se réduire. Je me disais, c'est bizarre quand même. Pourquoi ils disent ça? Qu'est-ce qui... Et là, voilà, les chiffres anéantissent tout espoir que l'inflation a déjà atteint un sommet. Donc, clairement, ce qui vient se passer, c'est très grave pour les marchés financiers. Et alors, ça, c'est intéressant, hein, c'est que le marché du travail, on a les salaires qui baissent. Alors, on parle de lueur d'espoir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand l'inflation augmente, normalement, les salaires suivent. C'est-à-dire, les gens disent, bon, bah, moi, je gagne moins, je veux plus d'argent. D'accord, c'est normal, c'est logique. Et là, en fait, on voit que les salaires ont baissé, corrigé de l'inflation. Ça veut dire que les salaires ne suivent pas l'inflation. Ils augmentent, hein, mais ils ne suivent pas l'inflation. Mais justement, est-ce que ce n'est pas grave? Parce que finalement, ça crée cette situation d'accroissement des inégalités, et du fait que les gens les moins riches, à cause de l'inflation, vont perdre en pouvoir d'achat, vont souffrir encore plus de la crise actuelle, de la situation actuelle. Et puis bien évidemment, ce n'est pas forcément une bonne chose hein, que les salaires réels diminuent. C'est-à-dire que les salaires corrigés de l'inflation diminuent. Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de tensions sociales, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Mais il faut également pas oublier que si les États-Unis c'est grave, l'Europe c'est dramatique. Ce qui se passe ici en Europe, hein, notamment les chiffres de l'inflation, le titre, regardez, l'inflation européenne ridiculise, dwarf, hein, c'est les nains, le reste du monde. Et les indices montrent que l'eurozone, voilà, l'inflation galope. Et ici, on le voit. Regardez ici l'inflation qui était faible. Hein, ça, c'est les chiffres de l'inflation de Citi Inflation Surprise Index. Et là, vous avez les chiffres qui s'envolent littéralement. Vous avez ici les prix à la production allemands. Ça, c'est les années 80. Regardez, regardez, regardez. Ce qui se passe est dramatique. Sur un plan économique, on n'a jamais vu ça, quoi. Et vous avez ce tableau qui permet de résumer un petit peu la situation en Europe actuellement. Les prix du pétrole qui sont à des niveaux historiquement élevés, le prix du gaz, le prix du fret maritime, les taux d'intérêt qui vont augmenter, hein, les dettes des États qui sont historiquement importantes, élevées, le prix des engrais, la nourriture, d'accord, tous les prix flambent aujourd'hui en Europe et ça crée un cercle vicieux. Et là, encore une fois, c'est un très beau schéma que je voulais partager avec vous parce que ça permet de résumer un petit peu la situation actuelle. Et pour info, ce rapport, il a été établi par les Nations Unies, voilà, par rapport à la situation économique actuelle du monde. Et donc, selon ce document, c'est quoi? C'est un peu ce dont je vous parle depuis longtemps. Donc, je n'ai pas attendu les Nations Unies, mais c'est intéressant parce que ça résume un petit peu la situation actuelle. Hein. Premièrement, qu'est-ce que va provoquer l'inflation? Tout d'abord, vous voyez la baisse des salaires réels, d'accord? C'est-à-dire que si ton salaire il augmente, mais moins fortement que l'inflation, en fait, tu perds en pouvoir d'achat. Deuxièmement, le coût de la vie qui augmente, d'accord? Donc ici, effectivement, c'est défavorable à beaucoup de personnes. Donc, le niveau de vie qui va diminuer. Voilà, les pays qui vont se battre entre eux, d'accord, sur un plan fiscal, etc. La protection sociale et la protection tout court qui va diminuer, hein, tout ce que je vous avais dit, hein, la retraite, chômage, etc. Il faut vraiment se préparer au monde de demain. Et clairement, on rentre dans un monde de turbulence. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je raconte aujourd'hui, mais clairement, ça s'est accéléré. Et puis, ici, le problème, il est là. C'est ça, c'est une alarme parce que
bah, finalement, on le voit, hein, l'élection en France qui s'est pas super bien passée, les gens qui ne sont pas contents, et clairement, l'économie va dominer. D'accord? L'économie, si l'économie est mauvaise, si l'inflation est forte, s'il y a une crise, si la bourse s'effondre, parce que c'est ça, si les taux d'intérêt augmentent fortement, si on a un ralentissement de l'économie mondiale, si l'incertitude augmente, clairement, on va avoir une baisse des marchés financiers. Et je vais y arriver juste après. On n'est pas loin de vivre un marché baissier sur le marché américain. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les pays en développement ou les pays émergents, la hausse du prix de la nourriture et l'alimentation pèse lourdement sur le pouvoir d'achat. Par exemple, ici, on voit les pays, l'Arménie baisse du pouvoir d'achat de 7,71%, Géorgie 5,53%, le Kyrgyzstan 5,23%, le Tadjikistan 4,87%, la Mauritanie. Donc vous voyez, tous ces pays vont s'appauvrir du fait de la hausse de la nourriture et des produits d'alimentation, etc. Et notamment, voilà, ici le corn and wheat, le blé et le maïs. Hein. L'autre point marquant, c'est la hausse du prix des engrais. Alors vous allez me dire, ok, Tammy, mais c'est quoi le lien? En fait, le lien, ici, il est clair, c'est que les engrais ne représentaient que 10% hein, du prix de la production. D'accord? Si par exemple, on produit un niveau, voilà, output price 450. Et les profits ici étaient de 61%, ça c'est en Amérique du Nord. En Afrique, d'accord, de l'Ouest, le prix de la production est à 355, mais le prix des engrais représente 56% du prix. Ça veut dire que les profits seront très faibles. Et pourquoi c'est grave en Afrique? Parce que c'est une raison très très simple. C'est-à-dire que si effectivement les profits sont faibles, ben, les agriculteurs vont vouloir augmenter leurs prix. Mais l'Afrique, ce n'est pas les États-Unis ou c'est pas l'Amérique du Nord. Le pouvoir d'achat n'est pas le même, la situation économique n'est pas la même. Donc avoir les mêmes prix qu'aux États-Unis, c'est quasiment impossible. D'accord? Or, avec les prix des engrais qui flambent, eh ben, on se retrouve dans une situation où les prix vont augmenter, donc ça va avoir un impact très négatif hein, sur beaucoup de pays africains, de pays en voie de développement. Donc, je vais vous faire un petit peu mon bilan, notamment marché financier. Donc ici, on prend le pétrole, donc on voit que voilà, les prix sont toujours très très orientés à la hausse. On va prendre également le blé. Ici, on va prendre ça. Ici, bon, toujours, alors je vais mettre en daily, mais voilà, on est toujours plutôt orienté à la hausse. Alors après, il y a l'euro-dollar. Et c'est dramatique parce que, je vais vous le mettre en daily. C'est dramatique pourquoi? Parce que plus une monnaie est faible, plus l'impact de l'inflation est compliqué. Pourquoi? Parce que l'Europe, souvent, notamment le pétrole, etc., elle va importer en dollars. Or, si le dollar flambe par rapport à l'euro, ça veut dire que même le pétrole, les prix du pétrole, beaucoup de gens disent « Ouais, mais Tammy, c'est pas logique, le prix à la pompe aujourd'hui est plus élevé alors qu'on a les mêmes prix qu'en 2008. » Sauf que l'euro a baissé. Et s'il continue de baisser, ça va aggraver encore plus l'inflation. Alors, sur un plan marché financier, bah, je reste sur mon raisonnement. Je n'ai pas changé de raisonnement et je pense que maintenant vous comprenez pourquoi. Clairement, on se rapproche des points bas sur le S&P, d'accord? Donc, on rentre dans une configuration marché baissier. Sur le Nasdaq, c'est la même chose. Donc, clairement, voilà, le prochain point bas, il est là. Hein, donc, ça va être pour nous le gros niveau à surveiller. Et pour moi, il va falloir être extrêmement prudent. Pourquoi? Parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'incertitudes, l'inflation reste importante, les taux d'intérêt doivent être augmentés, les conséquences de l'inflation, on ne les maîtrise pas assez, mais je pense qu'il faut rester prudent. Moi, je vous dis encore une fois,
Je suis prêt à tout psychologiquement. C'est-à-dire si le marché monte, voilà, je suis préparé. Je ne suis pas en mode ça ne peut que monter ou ça ne peut que baisser. D'accord? Mais aujourd'hui, mon avis, c'est que j'ai un biais beaucoup plus vendeur. D'accord? Et ce biais, je ne l'ai pas, vous le savez très bien, j'ai commencé à l'avoir par là, en décembre. D'accord? Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui parce que j'ai encore plus d'éléments négatifs que d'éléments positifs. Maintenant, il y a un paramètre, et je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais bah, c'est l'inflation qui va clairement avoir un impact sur les actions, parce que les actions seront les seules valeurs refuges. Parce qu'aujourd'hui, les obligations, ça s'effondre. Regardez les obligations, c'est juste catastrophique. C'est catastrophique, les obligations. Donc, l'argent, les gens ne sauront pas où l'investir. Alors, clairement, aujourd'hui, il y a une peur. Donc, tant qu'il y a une peur, bah, les gens ne vont rien faire. Vous voyez le Bitcoin qui baisse un petit peu, ce n'est pas très méchant. L'Ethereum également, d'accord. On n'est pas encore dans une panique, hein. On n'est pas encore dans un, vous voyez, le XRP qui est encore. Donc on n'a pas encore, mais on est bien d'accord que ça se ressemble sur tous les marchés. On est en train de marquer un temps d'arrêt, c'est-à-dire il y a eu cette consolidation. Et là maintenant, clairement, c'est si les marchés craquent, donc le S&P craque, le Nasdaq craque, ben, les cryptos vont également suivre, hein, et les micro-stratégies voilà, vont également suivre. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir être extrêmement vigilant. Avoir des stratégies delta neutres qui permettent de capitaliser sur la baisse, mais en même temps qui permettent de vraiment nous protéger contre les marchés. Les stratégies sur options sont extrêmement puissantes dans ce type d'environnement. Je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Et pour ceux que ça intéresse, le bootcamp tami.net/OMI. D'accord? Ce sera la semaine prochaine, le vendredi prochain. Ça va être intensif. Et on va bosser ensemble tout ça parce que je pense que ce seront les outils les plus efficaces pour sauver son argent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui rejoignent ce bootcamp, ils auront accès à ma masterclass de ce dimanche gratuitement. La masterclass Investisseur Pro, donc tami.net/IP. Donc si vous rejoignez OMI, vous aurez accès gratuitement à cette masterclass et je pense que ce sera important parce que je ferai le point sur les marchés, les meilleures stratégies, comment faire, les backtests, mon point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, encore plus que voilà, jamais, il va falloir être beaucoup plus stratégique dans ses investissements. Vraiment, beaucoup plus stratégique, beaucoup plus costaud, beaucoup plus discipliné, beaucoup plus quantitatif. Je pense qu'on est à un moment charnière dans l'économie mondiale. Donc voilà, soyez super prudents les amis. J'espère que vous kiffez ce contenu. N'oubliez pas de liker, de partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.